Bienvenue sur F1i TV pour cette séquence estivale avec notre ami Ziv Knoll, puisque évidemment c'est le moment un peu de meubler nos quelques semaines de break, de trêve, comme on dit en Formule 1. Alors la trêve a été de courte durée, Ziv, parce que dès le 1er août, c'est-à-dire à l'ouverture de la trêve, eh bien il y a eu le mercato qui a véritablement explosé. Il a été mis sans dessus-dessous par l'annonce d'Aston Martin du recrutement de Fernando Alonso pour sans doute 2 ans, peut-être 3. Alors ça, c'était inattendu, ça a pris tout le monde de court. Toi aussi, je suppose? Ben oui, absolument. Hein. C'est une explosion incroyable, médiatiquement formidable pour Aston Martin, et c'est un grand coup, parce que Vettel prenant sa retraite, on se dit, tiens, Aston Martin va-t-il jouer la carte jeunesse? Peut-être Mick Schumacher, ami de Vettel, on s'était dit que peut-être ce serait le cas. Et puis non, Lawrence Stroll nous fait la surprise de faire un offer that you cannot refuse, probablement, hein, à Fernando Alonso, qui est toujours vert, apparemment à 41 ans, et qui signe pour 2 voire 3 ans un méga contrat avec Aston Martin. Bien joué. Bon, il était bleu d'Alpine, là, il va être vert British Racing Green, comme on dit chez Aston Martin. Mais bon, il était bleu d'Alpine, mais finalement, cette love story n'a pas perduré. Alors, on peut se poser la question, chez Alpine, ils ont été pris de court comme toi et moi, et comme tout le monde, ce qui est quand même sans doute pas très élégant, mais ça fait partie évidemment du marché et de l'évolution de la société en général et de la Formule 1 en particulier. Mais comment est-ce que Alpine a pu se laisser embarquer dans un tel maelstrom? Ah bah, c'est une question de poker menteur, hein, Pierre. C'est-à-dire que Laurent Rossier a commencé ses négociations avec Alonso en se disant qu'il avait toutes les cartes en main, en lui disant, écoute, vu que tu as 41 ans, on a vu Michael Schumacher, son retour n'était pas vraiment réussi, on ne sait pas quelles seront tes performances à l'avenir, signons pour 1 an et puis on verra, peut-être tu feras de l'endurance, etc. Peut-être même lui a-t-il fait une proposition financière un peu à la baisse. Bon, ça, on n'en est pas au courant, mais ce sont des supputations. Alors Alonso, le fier Ibert, il a pris son mort aux dents et il est allé parler à son copain Lawrence Stroll. Oui, alors ça, c'est évidemment incroyable parce que chez Alpine, ils ont été complètement pris de court, puisqu'effectivement, ils pensaient que Alonso n'avait pas d'alternative et qu'Aston Martin n'en était pas une, même si la retraite de Vettel ouvrait une porte. Et Alonso a joué un rôle, bon, très malin, hein, de sa part, en endormant tout le monde, en disant non, mais on discute, tout va bien. Effectivement, c'est sur la longueur du contrat que ça coinçait, parce que Fernando Alonso, lui, il est convaincu que dans 2 ans, dans 3 ans, il sera encore au top. Et le fait qu'on puisse en douter, c'est déjà quelque part ne pas lui faire confiance. Alors tu parles de l'exemple du retour de Michael Schumacher chez Mercedes à 42, 43, 44 ans. C'est vrai que c'était plus le Schumi qu'on avait connu auparavant. Bon, lui s'était arrêté pendant 4 ans quand même, Michael, alors que Fernando a fait un petit break, mais en étant quand même très actif sur tous les terrains, comme chacun sait. Bon, du coup, chez Alpine, ils se trouvent un peu le bec dans l'eau. Ils annoncent Piastri, puisqu'ils avaient Piastri sous contrat, paraît-il, et que Piastri était le successeur désigné. Et puis, catastrophe, patatras, Piastri qui envoie ce tweet, c'est vraiment un camouflet pour Alpine. Ah oui, parce que c'était un tweet assez violent en disant, voilà, il n'en est pas question, je ne roule pas pour Alpine. D'un côté, on peut le comprendre, hein, parce que tous les messages étaient bien clairs, il n'y aurait pas de place pour lui chez Alpine en 2023. Donc automatiquement, lui et son management, Mark Webber, se sont dit, tiens, on va faire notre shopping. Alpine voulait le placer chez Williams, il n'était pas très enthousiaste d'aller chez Williams. Par contre, chez McLaren, aux surprises, ils sont sensibles au talent de Piastri, et Webber a négocié, se disant, voilà, il n'y a aucune chance que Piastri soit reconduit, ou en tout cas titularisé chez Alpine, signons chez McLaren, ça c'est un bon deal. Et là, deuxième grosse surprise, évidemment. Oui, parce que chez McLaren, officiellement, Ricciardo est sous contrat pour 2023. Il l'a lui-même confirmé, c'est-à-dire que c'est des systèmes d'options dans le sens du pilote ou du team. Et dans ce cas-ci, Ricciardo, il a pris l'option, donc il a confirmé qu'il serait bien chez McLaren l'année prochaine. Sauf que maintenant, McLaren a un problème de riche, comme disait l'autre, avec trois pilotes pour 2 sièges. Donc c'est Ricciardo qui va sauter, tout le monde le sait. Il va sauter
avec un dédit financier. Enfin bon, ça dans F1 aujourd'hui, ça n'est plus vraiment un sujet. Alors on peut être choqué un peu du fait que les contrats ne soient pas respectés, que l'argent achète tout, que Piastri, le management, comme tu dis, Mark Webber. C'est aussi une question de réseau et de relations. Mark Webber, par exemple, chez McLaren, il est très copain avec Andreas Seidel, qui était son patron chez Porsche quand Webber courait en endurance. Et donc, voilà, ça crée des liens, c'est des gens qui se connaissent, et donc, voilà. Bon. Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est Piastri, Oscar Piastri, magnifique, 21 ans, le fait que le marché s'emballe et qu'il soit, en quelque sorte, la pièce maîtresse de ce mercato, alors que le titre n'a pas fait un Grand Prix. Quelle est la vraie valeur de Piastri? Est-ce que ça justifie cet emballement? Alors effectivement, Piastri est très très prometteur. Il a gagné 4 championnats d'affilée du premier coup, ce qui n'est pas banal, hein, Formule Renault, Formule 3, Formule 2. Il les gagne du premier coup, donc on se dit, c'est vrai que c'est un talent assez exceptionnel, il ne faut pas passer à côté, mais comme Felipe Massa disait toujours, on ne saura sa vraie valeur que après une dizaine de grands prix. Donc on se demande, la Formule 1 s'emballe pour Piastri. Effectivement, il a fait de bons essais avec Renault. Mais qu'ont-ils vu dans ce garçon qui n'a pas fait un tour en Grand Prix encore? Et donc, savent-ils quelque chose que nous ne savons pas? J'ai envie de dire, chez McLaren, plus encore, parce qu'ils n'ont pas les informations que Alpine possède. Alors Mark Webber a peut-être transférer quelques infos sur les qualités de Piastri sur le simulateur. Mais bon, effectivement, alors c'est vrai que son palmarès est impressionnant, son parcours est impressionnant, Oscar, mais qui était deuxième en F3? Qui a-t-il battu en Formule Renault? Quel est vraiment le niveau? Alors l'an dernier en Formule 2, il fait une saison très, très solide, donc le gars fait preuve de maturité à 20 ans, c'est certainement impressionnant, il a certainement du potentiel. Mais comme tu dis, quel potentiel? Est-ce que c'est vraiment la future superstar, ou est-ce que c'est juste un autre bon pilote? On ne le saura que quand il sera confronté à un certain Lando Norris, et on peut se demander si c'est pas Norris qui a un peu poussé Ricciardo à la retraite, ou à la retraite, disons, à la porte, à la sortie chez McLaren, parce que c'est le niveau de Norris. Norris, c'est un avion de chasse, c'est du niveau de Max, de Charles et de George Russell, c'est vraiment cette génération dorée, et être confronté à Lando Norris, je pense que ça va vraiment nous éclairer sur les qualités d'Oscar Piastri, parce que ça nous a éclairé sur le niveau de Daniel Ricciardo aujourd'hui. Alors Ricciardo, on se souvient, chez Renault, il était un peu décevant quand même s'il a pris la mesure, grosso modo, de Nico Hülkenberg la première année, que la deuxième année, il est monté en puissance face à Esteban Ocon. Enfin, Ocon, sur la fin de saison, était quand même... Donc, la question maintenant, c'est, est-ce que Ricciardo pourrait revenir à Enstone, chez Alpine? Ce serait quand même un peu inattendu, mais il faut s'attendre à tout dans ce mercato. Et du coup, il serait à nouveau équipier d'Esteban Ocon en 2023. Maintenant, est-ce que Laurent Rossi va avaler la couleur? Est-ce qu'on va accepter de payer de nouveau Ricciardo, qui était parti quand même avec un énorme salaire de chez Renault, en les plantant au milieu du gué, on s'en souvient, pour partir chez McLaren? Moi, je suis un peu perplexe là-dessus. Mais maintenant, il y a chez Renault, hein, chez Alpine, ils ont été insultés 2 fois, hein, par Alonso qui leur annonce par la presse qu'il va partir, par Piastri qui dit de manière violente qu'il ne roulera pas chez Alpine. Maintenant, ils auraient intérêt à faire un geste positif peut-être, et moi je leur donne une idée. Pourquoi ne pas regarder vers ce jeune Pourchaire, hein, ce Français de 18 ans qui a gagné Monaco à 17 ans en Formule 2, qui a toutes les qualités, qui est pilote Alfa Romeo, mais qui n'a aucun avenir là-bas pour l'instant. Alors ça serait chouette, ça montrerait Renault, Alpine, comme dans le temps, avec Arnoux, Jabouille, Prost. Là, on aurait Ocon, Pourchaire, un jeune qui monte. Voilà une communication positive pour Alpine éventuellement. Cocorico, tu l'ajoutes au tricolore. Oui. Aussi. Alors c'est vrai que Pourchaire, on a évoqué ça sur FAI cette semaine. Pourquoi pas? Parce que Pourchaire est un peu coincé chez Sauber, puisqu'on sait qu'il est membre de l'Académie Sauber, il est sous contrat de management avec Frédéric Vasseur, et Vasseur n'a pas vraiment, semble-t-il, la possibilité de le placer chez Alfa Romeo l'an prochain. Donc pourquoi pas, effectivement, Théo Pourchaire, ça aurait de l'allure. Maintenant, parce que Pourchaire, il a couru avec Piastri en F3, en F2, certes c'est Piastri qui a été titré, mais Pourchaire n'a pas démérité. Il était du même niveau, il est fait du même bois que Piastri, on le voit
dans ses performances en Formule 2 encore cette année. Hein, il vient de gagner en Hongrie et il se remet dans la course au titre. Donc s'il gagne le championnat d'F2, c'est vrai que c'est un candidat naturel, je dirais, pour Alpine comme éventuellement pour d'autres teams. Mais pour Alpine, c'est vrai que ça leur permettrait de sortir par le haut un peu de cette situation pour le moins grotesque, franchement. Alors bon, il y a d'autres possibilités pour Alpine. Il y a Ricciardo, on en a parlé, même si là, ça ne les mettrait pas en position, comment dirais-je, flatteuse. On parle aussi, sur le marché maintenant, tout est ouvert. On parle de Pierre Gasly qui pourrait quitter AlphaTauri. Parce qu'il y a une clause de performance dans son contrat qui le permettrait. Alors Pierre Gasly, chez Alpine, avec Esteban Ocon, on sait que Gasly et Ocon, c'est les deux Normands, ils se connaissent et ils sont rivaux depuis leur plus tendre enfance en karting. Alors c'est pas les meilleurs amis du monde et ils vont pas partir en vacances ensemble. Maintenant, bon, c'est vrai qu'à un niveau de professionnalisme de la F1, maintenant il faut être pragmatique. Si l'opportunité Gasly est réelle, ce dont je doute, alors oui, pourquoi pas. Alors Gasly, lui, il a encore un an de contrat avec Red Bull. Helmut Marko dit on en a besoin chez AlphaTauri pour mener cette écurie. Maintenant, ça aurait peut-être un sens de convaincre Helmut Marko de le laisser partir, puisqu'Helmut Marko lui-même a un problème avec sa filière. Il a plein de bons pilotes. Il a le jeune japonais Izawa qui marche super bien en Formule 2. Il est fan de Liam Lawson. Liam Lawson qui a fait de très très bons tests avec la Red Bull. Donc pour lui, peut-être de laisser partir Gasly, qui en a vraiment envie, aurait un sens pour pouvoir promouvoir éventuellement un ou deux pilotes chez AlphaTauri. Ça aurait un sens aussi pour Helmut Marko éventuellement. Alors moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce mercato, c'est que le fait, par exemple, qu'Alonso quitte Alpine pour Aston Martin, sur le plan du palmarès potentiel, Alonso, il n'est pas idiot, il sait très bien qu'il ne va pas gagner des grands prix avec Aston Martin et que même sur 2 ou 3 ans, il ne pourra plus jamais revenir au premier plan, jouer le championnat. Or, c'était quand même sa motivation première. Mais la réalité de la F1 d'aujourd'hui, même après le bouleversement du règlement 2022, il y a 3 top teams, c'est Ferrari, Red Bull, Mercedes dans l'ordre ou dans le désordre, et les autres sont une seconde derrière. On l'a vu encore à Budapest. Lando Norris est seul qui termine dans le même tour. Alonso, les Alpines, ils sont à plus d'un tour sur un Grand Prix à la régulière, je dirais, sur un circuit comme le Hungaroring. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive en termes de développement, de progression, que ce soit Alpine, McLaren ou d'autres, le marché est de toute façon dicté par le fait que les 3 top teams monopolisent les 6 premières places sur la grille, alors bon, on peut de temps en temps réussir un exploit et s'immiscer dans le top 6, mais malheureusement, je crains que ce soit encore vrai en 2023, en 2024, en 2025. 2026, on verra avec ce nouveau règlement moteur. Enfin, je ne vois pas non plus une redistribution des cartes totale. Alors, il y a le budget de cap, etc. On sait qu'on essaie d'équilibrer les forces un peu artificiellement ou par la voie économique. Mais les top teams restent les top teams. Du coup, le marché est fermé pour des gens comme Alonso, comme Ricciardo maintenant, et même pour certains jeunes qui n'auront pas accès à ces volants gagnants. Malheureusement, Ricciardo, ces derniers temps, il n'a pas démérité. Face à Norris, il n'était qu'à 2 ou 3 dixièmes. C'est vrai que Norris, tous les week-ends, c'est lui qui termine best of the best, en 6e voire 7e position. Et Ricciardo déçoit en course, mais d'un autre côté, un duo Ocon-Ricciardo saurait chez Alpine, ça aurait de la gueule, parce que Ricciardo a quand même gagné 7 grands prix. D'un autre côté, on peut se demander une autre question importante, c'est à quoi joue Zak Brown? Parce que il a un pilote qui est top, qui est Ricciardo, mais qui déçoit un tout petit peu. Sous contrat, il signe Piastri. Il fait le même coup en IndyCar avec Palou, maintenant conflit avec Chip Ganassi. Il promet des volants, en tout cas des tests, à Pat Howard, à Colton Herta et à Alex Palou. Mais il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir les promouvoir en Formule 1 parce qu'il signe Piastri. Donc, on se demande à quoi joue Zak Brown. Il n'y a pas de débouché en F1 peut-être, mais Zak Brown est intéressé par le marché au sens large. Il a 3 teams en F1, en IndyCar et en Formula I. Il paraît qu'il a même proposé le volant en Formula I à Ricciardo, figurez-vous. On sait que Rosenqvist va sans doute atterrir en Formula I chez McLaren
si effectivement Palou est confirmé pour 2023 chez McLaren en IndyCar. Alors là, ça se joue un peu entre avocats, voire même au tribunal. On sait qu'il y a un tribunal fédéral américain qui va trancher la question du contrat d'Alex Palou. C'est vrai ici aussi, hein, c'est sans doute en Angleterre que le contrat de Piastri sera ou pas validé, même si le Contract Recognition Board, hein, qui est l'instance que les écuries reconnaissent pour valider des contrats, aurait validé le contrat de Piastri, mais sans être informé d'une certaine clause du contrat de Piastri avec Alpine pour 2023. Donc ça peut encore être remis en cause, et il n'est pas exclu que Piastri, finalement, court quand même chez Alpine l'année prochaine, et que Palou peut-être reste chez Ganassi en IndyCar. Bon, on verra. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé dans le passé. On a eu des exemples de pilotes qui voulaient partir, et puis qui finalement sont restés. On se souvient de Jenson Button avec BRR Honda. On se souvient d'autres aventures. Hein, Jean Alesi qui avait signé chez Williams et qui finalement part chez Ferrari. Donc voilà, en F1, tout est possible, et voilà, le suspense reste entier, et on va suivre tout ça tout au long de l'été, parce que le mercato, je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Et puis bon, la saison reprend, hein, on arrive dans la deuxième partie de saison avec 3 grands prix d'affilée sur des circuits de légende, hein, Spa, Zandvoort, Monza, et on est impatient de voir ce que ça va donner avec la montée en puissance, le retour en forme de Mercedes. Est-ce qu'on va avoir un match à 3 pour la seconde moitié du championnat? Ben, c'est la grande question. Effectivement, toutes les rumeurs parlent d'un retour de Mercedes vraiment aux avant-postes. Hein. Effectivement, ils ont fait de très bonnes courses ces derniers temps, des podiums, ils sont revenus. Vont-ils pouvoir gagner une course? Mais ce serait formidable que ce soit Spa-Francorchamps. C'est un circuit qui leur va très bien. Russell a fait sa première pole position l'année passée, rappelons-nous. Il s'était qualifié en première ligne déjà avec la Williams. Et donc, il nous avait étonnés. Là, il est capable de faire un exploit, pourquoi pas, mais de toute façon, le championnat semble se jouer entre Max Verstappen et les Ferrari. Max a un boulevard d'avance, et de toute façon, maintenant, avec le public avec lui, hein, donc le public, les tribunes oranges, que ce soit à Spa, à Zandvoort, à Monza, bon, normalement, Max a un boulevard. Enfin, ça va jouer sur l'évolution de la Red Bull, parce qu'on sait que maintenant, la course au développement, c'est quand même limité par le budget, et Ferrari, qui est quand même la voiture intrinsèquement peut-être la plus rapide. Donc, d'un circuit à l'autre, on le sait, par rapport aux pneumatiques, on aura un coup Charles Leclerc, un coup Max Verstappen. Chez Ferrari, évidemment, il faut qu'ils mettent tout ensemble, et qu'enfin, Charles puisse avoir une voiture et une équipe derrière lui pour concrétiser les résultats. On va voir tout ça, on va suivre tout ça, et on vous donne rendez-vous sur F1i, évidemment, tous les jours, que Dieu fait, toutes les heures, pour suivre l'évolution de la F1, du mercato pendant le mois d'août, et puis du championnat à la rentrée.